C'est un peu différent, ça a été d'ailleurs très différent aussi pour moi par rapport à ce que je fais d'habitude. On a beaucoup travaillé là-dessus, je reviens beaucoup sur la méthodologie là aujourd'hui, quelques résultats, mais juste pour vous montrer un petit peu ce que l'on a fait. Donc, comme on vient de le signaler, notre expertise est en exposition, évaluation de l'exposition, et donc on avait cette question spécifiques à répondre. Parmi les autres groupes qui répondent à ces questions, il y a les Allemands, les Italiens, Espagnols, le Royaume-Uni, l'IOM, donc la Finlande, donc le NIOSH. Donc chacun de ces organismes a pris une question de recherche et a fait une revue systématique de la littérature. On est en train de mettre tout ça ensemble pour ensuite faire le guide final qui sera présenté. Donc bon, c'est la page d'introduction simplement. On retrouve déjà l'explication sur la page de l'OMS. Formation du groupe de travail, la préparation des questions clés qui ont été adressées, ça a été la première étape pour réaliser une question clé. Réalisation d'une revue systématique à la suite lorsqu'on avait notre question de recherche. Pour ça, on a eu l'aide d'un méthodologiste de l'OMS, une personne qui travaille vraiment sur le guide, qui travaille avec l'ensemble des gens qui répondent à une question et qui donc il y a une certaine harmonie, homogénéisation dans la méthode. Ça n'a pas été facile parce que c'est pas quelque chose de naturel, je dirais, au niveau de la revue systématique, d'aller dans le domaine de la santé au travail ou de la santé environnementale. On voit ça plus dans le domaine médical d'habitude. Bon, après, les étapes qui sont en cours, c'est le guide final. Il y aura une évaluation externe également, phase de mise en œuvre, communication, et aussi on est en train de faire la réalisation d'un guide simplifié. Donc, notre guide va se résumer en 2 pages. Donc, on termine actuellement cette étape du guide simplifié. Dans ma conclusion, je fais ressortir les éléments que l'on a notés. Ma question, librement traduite, dans les milieux qui utilisent des nanomatériaux, quel est le potentiel d'exposition professionnelle rapporté dans la littérature? Donc c'est un petit peu la question générale sur laquelle notre revue doit répondre à cette question. Pour arriver à cette question, on a dû donc mettre en place un processus PICO qu'on peut utiliser comme PECO avec le E vient remplacer le I pour exposition. On a dû définir les participants. Nos participants, c'est les milieux de travail impliqués dans la production ou l'utilisation de nanomatériaux manufacturés. Les interventions, c'est les évaluations mises en place pour évaluer le potentiel d'exposition aux nanomatériaux manufacturés. On a pris la liste de l'OCDE 2010 dans laquelle on recense les nanos les plus utilisés, si on veut, ou d'intérêt. Et on a dû avoir un gold standard, excusez la terminologie, mais on a retenu un article scientifique d'Urk, Brouwer et collaborateurs, et aussi sur le groupe de travail justement de l'OMS, dans lequel finalement c'est un article scientifique qui résume une rencontre au niveau de l'harmonisation des pratiques pour mesurer l'exposition. Donc on trouvait que c'était une bonne chose d'avoir un article comme ça qui résume finalement les connaissances. Finalement, on a dû sortir les données, c'est là où ça se corse aussi. Description des situations de travail ainsi que les niveaux d'exposition associés. Donc c'est bien beau de dire y a-t-il un potentiel d'exposition, oui, non, mais également c'est quoi les niveaux d'exposition associés. Et là, on pourra en discuter, on a eu nous-mêmes de longues discussions, on verra un peu les résultats. Donc je vous ai mis cet article-là, ils ont sorti un document très bien fait, donc qui explique un peu comment faire des revues systématiques dans le domaine de la santé environnementale et de la santé au travail. C'est tout récent, c'est 2016, vous voyez, c'est accessible en ligne. Une fois qu'on a défini nos questions PICO, on a dû définir des critères d'inclusion. On reprend un peu des notions, donc participants, c'est les études en milieu de travail, les études avec des nanomatériaux manufacturés identifiés dans la liste, je l'ai déjà dit, des études avec des descriptions des milieux de travail. Donc ça, c'était important. Il fallait que l'on puisse avoir une bonne description des milieux de travail pour pouvoir expliquer si les travailleurs sont exposés ou pas. Description également des procédés et des tâches de travail. Intervention, vous comprenez qu'il n'y a pas une seule stratégie et que c'est extrêmement complexe aussi de faire le tri dans la littérature. Des stratégies d'évaluation adaptées ou telles que celles présentées par Brouwer. Idéalement, des stratégies adaptées à l'évaluation de l'exposition, zone respiratoire, analyse de tâches, mesures intégrées. Donc, on a essayé de définir tout ça. Des analyses de bruit de fond, je vous ai dit aussi tout à l'heure, c'est très important aussi de bien caractériser le bruit de fond. Et finalement, les données mesurées, qu'est-ce qu'on ressort dans nos résultats? Donc, on a le online et le offline. Le online, les instruments de lecture directe, le offline, les mesures intégrées classiques, la métaux, etc. Carbone élémentaire. Également, des données qualitatives de la microscopie. Finalement, la première étape, c'était beaucoup de gens ont fait de la microscopie et ensuite on est en train de développer, je dirais en ce moment, des données spécifiques quantitatives à certains nanos. Donc voici un petit peu le schéma que l'on a eu. On a toute une stratégie avec les bases de données, on a tout documenté ça. Les mots-clés, on a documenté tous nos mots-clés qu'on a utilisés. Finalement, on a sorti des chiffres là dans les bases de données. On a enlevé les doublons. On est arrivé avec 6403 références environ. Là. À partir de ça, on a fait une analyse par titre et résumé.
Donc un gros travail qui nous a permis de sélectionner finalement 220 références. Donc là-dedans, il y avait des études en toxico qui sont sorties. Donc tout ça, ça a été retiré. Il y a eu beaucoup de choses, milieu de travail, nano, il y a plein de choses qui sortent. On a vraiment retenu 220 études. Donc ce sont des très bonnes études faites en milieu de travail qui ont été sélectionnées. On a sorti les articles au complet et là on s'est réparti un peu le travail et donc on est arrivé. Donc si les deux réviseurs étaient d'accord, ça s'arrêtait là. Si les deux n'étaient pas d'accord, on allait relire l'article aussi. Finalement, on a sélectionné 50 études qui rencontraient les critères d'inclusion, donc qui sont des études à évoluer ou exclues, qui sont quand même des études de bonne qualité. Ce sont des très bonnes études, mais si l'objectif de l'étude était d'évaluer une hôte de labo, il n'y a pas de travailleurs, c'est dans notre contexte, il n'y a pas d'intérêt pour arriver à notre question. Donc c'est ça qui est un peu délicat des fois. C'est sûr quand on est chercheur, on a fait 10 papiers nano et on n'en a pas un qui est retenu dans cette liste-là, ça peut créer des tensions, mais ça s'explique quand même. Finalement, 50 études. Dans ces 50 études, 299 situations de travail qui ont été codées. Donc pour chacune de ces situations de travail, donc ces 300 situations de travail, il y a bien sûr la référence. Dans une étude, on peut avoir plusieurs situations de travail, on peut avoir plusieurs nanos, plusieurs tâches. Donc à chaque fois, c'est une nano, une tâche, c'est une situation d'exposition. Les participants, donc on décrit le milieu de travail, donc dans un fichier Excel, on décrit l'intervention, on décrit les données quantitatives et qualitatives, on décrit les conclusions des auteurs. Finalement, on a donné des commentaires et on a déterminé si oui ou non il y avait validation du potentiel d'exposition. On a également attribué un score. Donc on a également, je vous ai dit, les 50 études qui sont là, ce sont 50 bonnes études. Les 220, c'était 220 bonnes études. Les 50, c'est 50 bonnes études. Par contre, il reste des différences dans les méthodes, les stratégies. Il y en a qui ont fait vraiment de la zone respiratoire, donc des métaux, par exemple. J'ai mes collègues des métaux ici. Donc une analyse ICP en zone respiratoire. D'autres ont fait du statique. Donc il reste des différences. Il y en a qui ont fait des répétitions, des évaluations. Il y en a, ils y sont allés 2 heures. Donc il reste quand même des différences malgré le fait qu'on a appliqué des critères de sélection. Bon, les résultats, je voulais vraiment présenter ça, la méthode. Et ça a été beaucoup de travail de lire tout ça. Il y a eu aussi toute la synthèse que je vais vous montrer qui a été faite. Ce qu'on a conclu, c'est que sur les 299 situations évaluées, 233 rapportent un potentiel d'exposition. Est-ce que c'est représentatif de ce qui se passe avec les nanos? Non, probablement pas. Pourquoi? On est conscient, et on l'a dit dans la discussion, qu'il y a des biais de publication. C'est toujours facile de publier des résultats dans lesquels on a des belles photos de microscopie, on est exposé à des nanos, que des études dans lesquelles on a fait 3 minutes de travail, on n'a rien trouvé. Donc c'est sûr qu'on est conscient de ça, on l'a indiqué notamment dans le rapport, et c'est vrai dans beaucoup de domaines, ce genre de choses. Donc biais de méthode, biais de publication aussi. 74 milieux de travail qui ont été identifiés, 28 laboratoires de recherche, 46 secteurs industriels. USA, Corée, Japon, vous allez me dire c'est bien équilibré, non, il y en a 90%, c'est USA et Corée ensemble. Ensuite, Japon, c'est peut-être 5-6. Belgique 1, Finlande 1, France 1, Suède 1. Producteurs utilisateurs de nano, on a touché les 2 aspects. Et on couvre quand même plusieurs milieux, textile, plasturgie, électronique, composite, revêtement, usinage. Le tableau descriptif des résultats, nos situations de travail, les analyses soit quantitatives, soit qualitatives, soit aucune des deux, mais on a quand même un potentiel. Et finalement, le nombre de cas confirmés d'exposition. On a ensuite fait des tableaux synthèse au niveau, on a classé donc les nanos de type plutôt carboné. On va retrouver les nanotubes de carbone, les nanofibres de carbone, les fullérenes également. On a essayé de faire ressortir dans ces tableaux également, est-ce qu'il y a ou pas une situation de captation à la source? Oui ou non, donc ça on a essayé de le noter quand c'était possible. Et on a noté des concentrations. Donc par exemple pour tout ce qui est les nanocarbonés, ce qu'on a retenu c'est le carbone élémentaire. Le carbone élémentaire, ça mesure du noir de carbone. Mais comment on fait pour mesurer ça? On calibre nos instruments avec du black carbone. Pour fabriquer des nanos, on utilise du noir de carbone. Donc, et on le voit dans nos photos en microscopie, on voit des nanotubes, mais on voit du noir de carbone. Donc la recommandation d'IOSH, c'est de mesurer du carbone élémentaire, mais on est très conscient que quand on a des chiffres de 48 microgrammes par mètre cube, c'est quoi les nanos qu'on a là-dedans? C'est une limite. On travaille là-dessus en ce moment sur des méthodes pour améliorer ça. On a toute l'analyse microscopique qui a été faite également, qui identifie probablement dans ce cas-là beaucoup d'agglomérats, dans certains cas des nanos unitaires aussi. Les nanométaux, même chose, un petit peu la même approche qu'on a pris. On a été capable, quand c'était disponible, d'identifier s'il y avait de la captation à la source ou pas, et de donner les conclusions au niveau de la microscopie électronique. Ça ne s'arrête pas là.
l'approche grade, donc évaluer le poids de la preuve ou la force de la preuve. On voulait faire des conclusions, des recommandations et dire, entre guillemets, est-ce qu'on est certain de nos conclusions? La qualité de la preuve, est-ce qu'elle est forte, modérée ou faible? Si elle est forte, même si on fait des futures recherches, ça sera peu susceptible de changer ce que l'on est en train de dire, la confiance que l'on a dans la mesure de l'effet. Modéré, évidemment, on a moins de certitude, et faible, on a des données, ça va dans un sens, mais on n'est pas à l'aise de l'affirmer. Et il y a même un cas supplémentaire qu'il n'y a pas de données, donc ça on le verra un peu. Donc une fois qu'on a fait on a eu nos tableaux, nos résultats, on a dû avoir une réflexion, et là, qu'est-ce qu'on a comme données? Combien on a de données? Combien on a d'études sur les nanos? Combien d'études montrent justement cette notion d'exposition à agglomérés, particules seules? Et donc on est arrivé avec forte évidence que les travailleurs sont exposés à des particules de taille micrométrique durant différentes tâches manuelles, incluant la manipulation de poudre, le nettoyage des milieux de travail et l'usinage de produits composites. Faible évidence que les travailleurs sont exposés à des particules aéroportées de taille nanométrique. Pas d'évidence d'exposition dans les pays en voie de développement. Et peut-être un aspect qu'on n'a pas dit, un des grands objectifs du guide de l'OMS, c'est de viser les pays en voie de développement. Il n'y en a eu aucune dans nos études qui vise ces pays-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'études, encore une fois. Il y a des choses qui existent, mais il n'y a aucune de ces études qui a été sélectionnée dans nos 50 études. Et donc on a fait des recommandations qui sont à besoin urgent d'expertise justement dans ces pays, qui sont, si on prend les multi-wall, qui sont les gros producteurs, besoin urgent de connaître les profils d'exposition des travailleurs sur le long terme. Ça s'est ressorti dans beaucoup d'évaluations, ce qui a fait qu'on a coté plusieurs études à 1 ou 2. Pourquoi? Parce que c'est très axé sur une tâche qui peut durer des fois 40 minutes, et donc on y allait une fois par exemple. Et donc on n'a aucun portrait global d'exposition, donc approche classique, journalière, connaissance sur la fréquence d'exposition, les choses comme ça. Donc on a ciblé également ce besoin dans les conclusions. Et donc ça termine ma présentation.